Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil. Il est 18h, je vous propose d'ouvrir la séance. Donc je vous rappelle en préalable que les débats sont enregistrés, donc les personnes qui prennent la parole sont priées de donner leur nom avant pour éviter qu'on ait à chercher qui a pris parole. Je rappelle également que les débats sont filmés, donc pour les personnes du public qui souhaiteraient ne pas être filmées, encore que la caméra est assez loin, mais en se mettant au fond, normalement, il n'y a pas de problème. J'ai demandé le consentement aux personnes qui étaient là, qui souhaitaient être filmées. Je vais faire l'appel nominal. Donc Claudine Gambé est présente, Audrey Tardieu a donné procuration à Cathy Pérez, Stéphanie Martin est présente, Cathy Pérez est présente, Vincent Garousse est présent, Claire Combat est absente et elle a donné procuration à Sandrine Lafont, Anne-Marie Abadi est présente, Michel Renaud est présent, François Bontemps n'est pas arrivé, on espère qu'il arrivera, Sandrine Lafont est là, Nathalie Marty a donné procuration à Christopher Perron, Hervé Carrière est présent, Samy Sauvage va peut-être arriver, Nathalie Raïn est là, Yannick Kelly est absent, Cyril Mijoux m'a donné procuration, Christopher Perron est présent, Vincent Doucet est présent, Robert Morandin a donné procuration à Nicole Pavler est là, Michel Dolton également, Eric Charon est ici, Monique Béguet est présente, Caroline Bézombe est là, Alain Bergonza est là, et Fanny Prenon pour l'instant n'est pas arrivée. J'ai donné la procuration de François. Ok. Donc on rajoute la procuration de François Bontemps. Et Michel Renaud. Donc je vous propose d'élire Catherine Pérez comme secrétaire de la séance. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Personne. Merci. Donc le premier point, c'est l'approbation du PV de la séance du 17 juillet 2024, donc qui a été retranscrit in extenso. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de voter. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc la première délibération, c'est sur le rapport d'activité du SDEC. Je laisse la Vincent. Bonsoir. Donc l'article L52-11-39 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les EPCI établissent chaque année un rapport d'activité qui est adressé à l'ensemble des communes membres aux fins de présentation à leurs conseils municipaux. En application de ces dispositions, le syndicat SDEG a adressé à la commune le rapport d'activité 2020. Il était consultable en mairie et a été adressé sous forme dématérialisée aux membres du conseil. Donc je fais une petite synthèse de ce que l'on peut retrouver dans le rapport. Donc, le SDEG poursuit la réalisation de son programme d'action en faveur du service public local de l'énergie pour les années 2022-2026. Le programme phare du syndicat de rénovation concerne la rénovation de l'éclairage public avec le programme LED++ qui a été accéléré en 2023. Et pour cela, le SDEG s'est doté en 2023 d'un budget ambitieux tourné vers l'investissement pour aller encore plus loin dans la rénovation de cet éclairage public et la transition énergétique. Donc, le SDEG a investi 54 millions d'euros de travaux d'investissement en 2023. Le conseil départemental de la Haute-Garonne et le SDEG renouvellent leur partenariat pour 2023, toujours en vue d'accélérer l'équipement en éclairage public LED des communes. Le conseil départemental et le SDEG ont décidé de s'engager conjointement dans la création d'une société d'économie mixte locale qui va avoir pour but d'associer des capitaux privés et publics dans le but de développer des projets de production d'énergie renouvelable sur le territoire. Les programmes de travaux d'éclairage, donc avec le programme LED++, comme je vous l'ai dit, 2026, le succès se confirme avec plus de 200 communes inscrites fin 2023. Ce programme donc, permettra à l'horizon 2027 de remplacer tous les points lumineux du territoire par des LED. Alors, quelques chiffres. Donc, il y a 44% des sources lumineuses qui sont des LED sur le territoire. Plus de 37 000 points lumineux remplacés en 2023. 2,2 millions d'euros d'économie sur les dépenses d'énergie des communes grâce à ces rénovations. Donc, un engagement fort du SDEG pour aider les communes à faire des économies. Concernant la transition énergétique, le SDEG réalise des audits énergétiques au profit des communes pour réduire les consommations de leurs bâtiments. Coordonne également un groupe d'achat d'électricité composé de 157 membres et a lancé en 2023 un nouveau programme
francs en faveur du développement de l'autoconsommation à destination des communes. En termes de budget, donc en investissement, la grosse partie concerne l'éclairage public, 29 millions d'euros, environ 54%, et le renforcement de son réseau, 21%, avec 11 millions d'euros d'investissement. Donc les finances du SDEC, donc après les premiers effets visibles dès 2022 des nouvelles mesures, l'année 2023 confirme l'amélioration significative de la santé financière du SDEC. Au terme de l'exercice 2023, les indicateurs financiers témoignent du redressement des finances du syndicat, avec un résultat de clôture de 5 millions d'euros. Grâce à cela, le SDEC peut désormais aller encore plus loin dans la réalisation d'investissements, notamment pour la rénovation de toutes les installations d'éclairage public. Concernant les recettes, c'est la contribution de la part communale de l'ACI sur l'électricité, qui représente 36% des recettes, 28 millions d'euros, et la participation des communes, 13 millions d'euros, environ 17%. Et le SDEC a souscrit un emprunt de 750 000 euros. Concernant les dépenses, le SDEC a remboursé sa dette à hauteur de 7,2 millions d'euros, soit 10% des dépenses, et les travaux d'investissement représentent 3/4 des dépenses, 54 millions d'euros, comme je vous l'ai dit en prérequis. Voilà pour le compte-rendu du rapport du SDEC. Donc, le Conseil est donc appelé aujourd'hui à prendre acte de cette présentation. S'il n'y a pas de questions, je propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Le point suivant sur l'Église. Alors, la délibération numéro 2, c'est l'affaire EAPI 313. Donc, c'est la mise en valeur de l'éclairage de l'église. La commune a demandé au SDEC d'étudier la mise en valeur de l'éclairage de l'église par un éclairage adapté en remplacement d'un système ancien et défaillant. Celui-ci vient adresser à la commune la proposition consécutive à la réalisation de l'avant-projet sommaire. Le projet a été présenté et débattu lors de la dernière commission de travaux. Le projet donc comprend la dépose des 8 anciens projecteurs de 150 watts, la construction d'un nouveau réseau d'éclairage sur la façade de l'église, donc avec la fourniture et la pose de 2 projecteurs LED 12 watts, la fourniture et la pose de 8 barres LED 24 watts, 9 barres LED 12 watts, 2 barres LED 36 watts, 8 barres LED 36 watts et 2 barres LED 3 watts. La fourniture et la pose sur poteau de 4 projecteurs LED de 52 watts en remplacement des 8 qui seront déposés. La programmation de l'extinction de l'éclairage de l'église donc à minuit, sans allumage le matin, conformément à l'arrêté du 27 août 2018. Donc la délibération sera mise à jour pour que l'extinction de l'église fasse à minuit, c'est une erreur. Donc l'opération a été conçue par le SDEC afin d'installer un éclairage public respectueux de l'environnement et de la biodiversité, conciliant économie d'énergie, maîtrise des dépenses publiques et réduction de la pollution lumineuse avec une baisse d'environ 50% de la puissance nécessaire à l'éclairage actuel. Les technologies les plus avancées en matière de performance énergétique seront mises en œuvre donc, par le SDEC et permettront une économie sur la consommation annuelle d'environ la moitié, 48%, soit 477 € par an. Concernant le financement, donc l'ATE récupère par le SDEC 12 992 €, la part du SDEC 33 000 €, la part restant à la charge de la commune 36 992 € et le total 82 984 €. Donc il est proposé au Conseil d'approuver l'avant-projet sommaire, donc référence EAPI 313, et de s'engager sur la participation de la commune qui sera couverte par voie d'emprunt en premier rang sur le prochain prix du TEG. Cette contribution sera imputée au compte 6554 en section de fonctionnement du budget communal, bien sûr. Donc a priori, il y avait des questions. Oui, en effet. Si je peux prendre la parole. Christopher Perron, donc sur la délibération 2, de notre calcul, nous avons compris que la volonté d'éclairage serait d'à peu près 7 fois plus lumineux qu'auparavant. Est-ce que vous confirmez que c'est le projet? Alors le projet a été présenté en commission de travaux, donc les chiffres ont été montrés et débattus, donc il y a déjà des échanges
Oui, tu as dû avoir le compte rendu de la part de Claire, je pense. Donc on a présenté les... Et donc, si on parle... Parce qu'à l'heure actuelle, vous parlez en termes de puissance consommée, on est d'accord sur ce point-là, ça n'est pas le même que la puissance lumineuse qui se calcule lumens. Est-ce que vous confirmez les chiffres que nous avons indiqués dans le document que vous avez transmis? En fait, comme je viens de le dire, on l'a présenté en commission de travaux, on a échangé sur les chiffres et du coup, je n'ai pas repris les chiffres aujourd'hui. Mais dans ce cas-là, moi, ce que je me propose, c'est de revenir là-dessus, c'est que la correspondance que vous proposez, lorsque nous avons 10 watts consommés en LED, cela correspond à l'équivalent d'une puissance de 100 watts consommés en halogène, pour avoir à peu près un même équivalent de 1000 lumens. Donc dans ce projet-là, où nous étions éclairés auparavant en 12 000 lumens, le projet global que vous proposez est de 90 000 lumens. Donc à cela... Voilà, donc le projet, au final, que vous ne souhaitez pas confirmer, est plus lumineux. Et de par une remarque aussi que vous nous avez fait la dernière fois, nous avons regardé sur le SDEG. Le SDEG recommande des puissances, des chaleurs de lumière de 2700 Kelvin. Là, le projet est de 3000 et de 4000, ce qui est contraire à un arrêté que nous avons qui nous interroge. Qu'est-ce que vous en dites dessus? J'indique qu'en fait, le projet a été conçu et construit par le SDEG, à notre demande. Et donc le SDEG a proposé ce projet à la commune sans que nous intervenions sur les calculs, les propositions. Donc c'est bien le SDEG qui a construit ce projet. Le SDEG a construit ce projet, mais c'est vous qui le validez. Et là, ce projet... C'est le conseil qui le valide. Oui. Mettre 4000 Kelvin, c'est-à-dire on va un blanc froid, donc tendant vers le bleu, dans une zone urbanisée, 7 fois plus fort en luminosité, pour un tarif au total avant subvention de 80 000 euros à peu près, 84 000 euros. Quel est le projet? Le projet consiste à mettre en valeur le patrimoine municipal de la commune, comme ça a été fait pour la mairie d'ailleurs. Donc je pense que c'est important pour que tous les habitants puissent avoir quelque chose qui permette de mettre en valeur la commune, parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas. L'éclairage il est complètement détérioré, il y a des projecteurs qui sont remplis d'eau, donc ça devient aussi dangereux. Et donc pour mettre en valeur le patrimoine de la commune, je pense qu'il est nécessaire en effet de faire un investissement plus important et ambitieux. Mais pour ce paramètre-là, nous sommes d'accord aussi là-dessus qu'il est tout à fait nécessaire de revoir l'éclairage actuel. Mais nous avions, comme on nous disait, 12 000 lumens, donc il est possible de rester en LED pour un équivalent, et ce qui vous permettrait d'avoir une économie beaucoup plus importante en termes de financière et qui n'est pas celle que vous avez indiquée. En fait, c'est pas nous qui l'avons indiqué, c'est le SDEG qui indique. Donc c'est eux qui ont, c'est eux qui ont construit le projet à partir de notre demande, qui était la mise en valeur du monument de l'église. Donc on n'a rien demandé de plus. Nous avons fait cette proposition, mais c'est normal le SDEG qui fait cette proposition. Mais ma question est donc la suivante. Comprenez-vous ce que le SDEG vous propose? Et bien entendu, mais on l'a débattu en commission de travaux. Je suis désolé, mais là vous ne comprenez pas, dans le sens où vous ne faites qu'éluder le problématique. Non, je ne dis pas la problématique, je dis juste que le projet a été présenté en commission de travaux, on a débattu dessus, et donc on ne rentre pas plus dans les détails. Excusez-moi, mais le conseil municipal, c'est moins de l'info, le conseil municipal et les commissions auxquelles nous avons le plaisir de siéger aujourd'hui, c'est pas la même chose. On pose des questions en demandant à comprendre le projet avant de le voter. Et en gros, les réponses, c'est on a vu ça dans la commission et c'est le SDEG qui nous propose. Mais le SDEG nous propose quelque chose. Nous, on ne comprend pas pourquoi les lumières ne respectent pas la règle générale qu'on s'est fixée qui était de 2700 Kelvin. Est-ce qu'il y a une réponse à cette question-là? Moi, j'ai une réponse. En fait, l'éclairage qui va être mis en place souligne l'architecture de l'église. Donc en fait, la partie blanche, c'est pour souligner le clocher. Et en fait, on n'a pas voulu de couleur, parce qu'il y a des gens qui mettent des couleurs sur les églises, c'est assez moche. Et en fait, c'est la différence de couleur entre un blanc moins puissant et un blanc plus puissant qui vont donner des éclairages sur l'église. Donc je pense que le projet a été présenté en commission et on a vu le visuel de l'église. Et c'est ces détails d'architecture qui vont être soulignés. Dans aucun cas, il y a une puissance énorme. C'est vraiment pour souligner l'architecture. Et les LED, elles sont toutes petites. Et la puissance lumineuse totale par rapport à ce qui est aujourd'hui? Si vous avez vu des spots éclairés comme les spots d'un stade, c'est pas très beau. Là, ça sera vraiment quelque chose qui sera fait sur mesure pour ce monument. C'est des barrettes qui seront positionnées sur chaque partie de l'église. Donc il y aura le clocher, la porte d'entrée, la partie gauche et droite de l'entrée et chaque descente, je dirais, de l'église en fait.
Donc il y a plusieurs barres LED, comme on a pu le voir sur la délibération, qui permettent d'éclairer la façade plus le clocher. Un Et point pourquoi on là-dessus. n'a pas un schéma, par exemple En fait, je vais le présenter en commission en travaux. C'est pas, on ne peut pas le mettre dans le texte. Ouais, tout le monde participe, Christopher Perron, tout le monde participe pas au conseil municipal et vous demandez de délibérer dessus. Un point qui m'interroge tout de même, là je reviens sur des calculs. Il y a les clairs, donc je vais vous en parler. Hein. Oui, Vous avez elle a fait- trouvé que c'était beaucoup trop lumineux et pas terrible. Mais voilà. J'en reviens sur un point, parce que vous avez quand même dit 48% d'économie. 900 watts de consommation LED par rapport à 1200 watts, il n'y a pas un rapport de 50%. Si, parce qu'en fait, il y a 8 projecteurs, ça fait 1300 watts. Et l'ensemble de ce qui est proposé aujourd'hui avec les différents projecteurs LED, on est à 700 watts. Quand on fait le calcul de ce que vous avez mis, 690 watts. tout ce que vous avez mis dans le document, c'est pas le cas. Quand on reprend la délibération, qu'on calcule la somme des puissances dissipées, je suis désolé, c'est une précise, hein, parce que les 8 projecteurs de 150 watts, c'est une puissance de 1320 watts. Et l'ensemble des autres projecteurs LED, ça fait 690 watts. Donc on est bien à 48%. et pourquoi ne pas avoir indiqué ces chiffres-là directement? Parce que on l'a vu en commission, on a plein de chiffres. Mais, Non mais nous ne sommes pas tous en commission. Donc, après, je reviens sur un dernier point, le 86 000 € pour un projet comme ça, je trouve que c'est quand même démesuré. On aurait pu avoir une proposition, si vous voulez, il aurait pu y avoir une contre-proposition plus raisonnable sur une augmentation peut-être de 2 fois la puissance, avec un chiffrage alternatif pour le soumettre en conseil municipal, ou ne serait-ce que le soumettre en commission, parce qu'il semblerait que c'était déjà figé en commission pour être envoyé après en conseil. Alors non, ce n'était pas figé en fait. Si ça avait été figé, on l'aurait retiré. Mais là, le retour qu'on a eu en commission, c'est que tout le monde était d'accord, à part Claire qui trouvait que c'était trop humide. Tout le monde était d'accord à part Claire, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. Par définition. Ok. En commission, si toutes les personnes sont contre, bien entendu qu'on va le revoir. Mais là, il y avait Claire qui a juste dit qu'elle trouvait que c'était trop humide. Pour rappel, la commission a lieu à quelle date? Elle a eu lieu 8 jours avant. Et je n'avais pas de document avant, je ne pouvais pas la faire avant. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Et il est mis en avant une économie financière aussi, et avec 417 € par an, ça fait 77 ans pour... Ça reste une Ah oui, non, c'est... Oui, enfin, on n'a pas dit que ça couvrait l'investissement en pension, contrairement au programme les plus. Non mais c'est écrit, la phrase c'est écrit qu'il y a une économie financière pour la commune. C'est pas une économie d'énergie sur ce coup-là, on n'est pas sur le programme les plus. C'est vraiment sur la mise en valeur du patrimoine. Donc je vous propose de voter, donc qui est contre, Pour 4 personnes. qui s'abstient. Merci. Le point suivant. Alors, la délibération numéro 3, convention de mise à disposition des moyens pour la voirie 2025. Donc, c'est comme chaque année, en fait, avec le Mauritano, c'est une convention. Il est proposé au Conseil d'approuver la convention de mise à disposition des services de la commune de Pain-Justaré au bénéfice du Mauritano pour l'exercice de la compétence voirie du 1er janvier au 31 décembre 2025. Il s'agit en fait du renouvellement de la convention habituelle qui permet aux agents de la commune de Pain-Justaré d'intervenir pour de petits travaux d'entretien de voirie dans le cadre de la compétence voirie exercée par le Mauritano pour la commune. Donc c'est des prestations assez simples, rénovation de petits, d'intervention sur le trottoir, voilà, boucher l'enrobé avec de l'enrobé à froid, des petites choses qu'on peut faire en régie. Ces prestations seront remboursées chaque année, puis répercutées dans le bilan annuel d'exercice de la compétence. Voilà, donc c'est une délibération qu'on prend chaque année. Donc s'il n'y a pas de questions, je propose de voter. Qui est contre, qui s'abstient. Merci. Le point suivant sur l'attribution de compensation, Nathalie. Donc, le Conseil de communauté du Murtin-Aglo du 24 septembre 2024 a approuvé le nouveau pacte fiscal et financier 2024-2027 qui abroge l'ancien pacte 2023-2026 et s'est prononcé sur la révision libre numéro 2 de l'attribution de compensation de fonctionnement pour 2024. Donc celle-ci intègre plusieurs objets différents. Donc, premièrement, le nouveau mode de financement de la compétence voirie qui a pour objet de transférer de la section de fonctionnement à la section d'investissement du budget communal le financement du droit de tirage annuel fixé à l'origine. Donc ce point impacte positivement la CF de 50 000 €. Deuxièmement, l'ajustement du financement de la compétence eau pluviale dont la responsabilité a été confiée aux sages
Il s'agit d'augmenter la participation annuelle de 3 € à 4 € par habitant, soit une charge supplémentaire de 4 353 € pour notre commune. Troisièmement, la suppression des prélèvements sur l'AC pour les compétences piscine et aires d'accueil des gens du voyage pour les communes concernées. Donc ce point est sans impact sur la participation de notre commune. Quatrièmement, la mise en application pour 2024 du pacte fiscal et financier, donc PFF 2024-2027, qui comprend la compensation pour certaines communes de leur moindre participation au financement historique du reste à charge des services à la personne, compensation plafonnée à 33%, la participation annuelle de toutes les communes à l'évolution de la dynamique des charges des services à la personne liés à la croissance communale, la correction du retour de fiscalité de TON, donc c'est sur les ordures ménagères, aux communes de Portet-sur-Garonne, Pinsaguel et Roquette, garantissant suite aux évolutions de taux le niveau de taux historique à ces communes. Donc pour notre commune, cela représente une charge supplémentaire, donc tout est fait confondu, de 21 184 €. Donc pour rappel, la dernière ACF 2023 s'établissait à 96 718 €. Il sera donc proposé au conseil municipal d'approuver le montant d'ACF de 72 255 €, soit une diminution de 24 463 € pour 2024. Donc les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2024. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Pas de questions. Je propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant, Michel, sur la REC. La région a adopté une stratégie visant à atteindre l'objectif de devenir une région à énergie positive, avec le cycle de repos, d'ici 2050. Et a fixé l'objectif de diminuer notamment de 28%, donc de 19,2 TWh à 13,9 TWh, dont 3,5 à 4 TWh pour les seuls bâtiments publics, et la consommation du secteur tertiaire entre 2015 et 2050. Dans le cadre, la REC a mis en place, dans ce cadre, la REC a mis en place un parcours d'accompagnement des petites communes d'Occitanie pour la rénovation énergétique de leur patrimoine bâti. En fait, c'est les communes de moins de 5000 habitants. Ce parcours se veut complet en s'appuyant sur une offre de services claire et homogène d'un territoire à l'autre. Donc il repose sur 4 grands principes. Un interlocuteur unique de proximité, appelé accompagnateur pilote, chargé d'apporter un premier niveau de conseil, de présenter l'offre d'accompagnement proposée dans le cadre du parcours et de mobiliser les compétences attendues dans un souci de cohérence, de simplification et de réduction des coûts pour la commune. Un accompagnement par cas, stratégie patrimoniale, audit énergétique, aide à la consultation, ingénierie financière en fonction de la maturité du ou des projets et des besoins identifiés. Une prise en charge des coûts d'accompagnement en visant un reste à charge maximum de 50% pour la commune sur la base des missions d'accompagnement présélectionnées. Une mobilisation des solutions de financement, des travaux, subventions, prêts, tiers financement, proposés notamment par les partenaires, notamment la Banque des Territoires et l'Agence France Locale, en visant l'optimum entre la performance énergétique du projet et le reste à charge pour la commune. La commune de Pain-Justaré s'est rapprochée de la REC en vue d'intégrer ce parcours et les parties ont convenu d'établir une convention portant sur la première étape dénommée Conseil en gestion immobilière et énergétique. Donc, je pense qu'il y avait des questions sur ce point. Donc en commission environnement, on a appris dans la réunion du 10 octobre de cette commission qu'il est prévu que la prestation en REC soit gratuite du fait que nous sommes la première commune à bénéficier de cette nouvelle offre. Enfin, c'est ce que nous avons compris. Pour autant, la gratuité n'est pas indiquée dans on appelle ça la note de synthèse pour le conseil municipal. Donc la question c'était ni dans la pièce jointe de draft de convention. Donc on demandait qu'est-ce qu'il en était. En fait, effectivement, on est une des premières communes, alors pas la première commune dans le territoire, pas la première commune en France, puisqu'ils ont déjà mis en place. Donc effectivement, ils voulaient un peu rôder, notamment sur la première partie, les questionnaires qu'ils envoient aux communes. Et effectivement, là, mais c'est pas contractuel, hein, il s'agit juste d'un geste de promotion ponctuelle, mais ça ne porte que sur le premier point. Il
il y a 12 ou 13 points derrière, et ceux-là, je pense qu'ils ne sont pas là. Sur la mission de conseil, ça serait gratuit. Sur le premier point, qui est juste juste entre guillemets, une première visite, une évaluation des bâtiments sur lesquels éventuellement on pourrait faire, il y aurait des choses à faire. Et du coup, ça veut dire que le montant sur ce qu'on vote aujourd'hui, c'est quoi l'enveloppe parce que là, on a un vote sans montant. Non, là on ne vote pas de montant, hein. Ça on votera plus tard, hein. Mais là on n'a aucune notion, on ne sait pas aujourd'hui si on a présenté, on a donné la liste des 13 bâtiments de la commune. Le premier rapport va définir les bâtiments qui sont susceptibles de rentrer dans le dispositif. Donc à ce jour, on ne sait absolument pas. Après, nous, on décidera combien on va en faire rentrer et pour quels travaux et pour quel montant. C'est plus tard. Donc aujourd'hui, c'est juste pour valider la convention. Voilà. Sans impact financier. Pour l'instant, sans impact financier. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Si, le point suivant, Michel, sur les ENS. Alors, face aux enjeux environnementaux et à l'érosion de la biodiversité sur son territoire, le Conseil départemental de la Haute-Garonne accompagne les porteurs de projets pour la préservation et la mise en valeur des espaces naturels sensibles, ENS. Donc, les ENS de la Haute-Garonne ont été définis comme étant des sites réunissant les caractéristiques suivantes. Donc, ils présentent un intérêt fort pour la biodiversité ou une fonction biologique. Ils sont fragilisés ou menacés. Ils ont fait ou font l'objet de mesures de protection et ou de gestion. Et ils sont un lieu de découverte des richesses naturelles pour la population. Alors, afin d'encourager l'émergence de l'ENS, d'initiatives territoriales, le Conseil départemental a contacté et présenté à la commune la démarche de classement au titre des espaces naturels sensibles. Lors de cet échange, il a été mis en évidence une véritable volonté de la commune de gérer et préserver son patrimoine naturel, et notamment les parcelles AD40 et AD03 situées dans le secteur du Sablat, dont la commune vient de faire l'acquisition lors de la délibération du conseil municipal de janvier 2024. Le dispositif de protection et de gestion des espaces naturels sensibles est ouvert aux communes haute-garonnaises, à leurs groupements, aux associations agréées au titre de la protection de l'environnement, aux fédérations départementales et aux particuliers et propriétaires privés. Il a pour objectif de permettre aux acteurs volontaires du territoire haut-garonnais de proposer au classement ENS d'un ou plusieurs sites et de participer activement au maintien et à la préservation des milieux naturels, de leur fonctionnalité et des services qu'ils rendent. La commune doit désormais faire acte officiel de candidature, et pour cela, il faut prendre une délibération. Il sera proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à faire acte officiel de candidature auprès du conseil départemental pour la demande de classement en espace naturel sensible de la zone du Sablat, parcelle donc AD03 et AD40, et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne exécution de ce dossier. Il y avait une question aussi. Oui, donc merci pour ce projet. Sandrine Lafont. Il n'est pas mentionné le fait de travailler à terme avec la RNR, qui, si on l'a bien compris, assurerait l'entretien de la zone classée. Et donc on suggérait que ce soit mentionné comme un objectif de principe, sans qu'il y ait d'engagement à ce stade. Alors effectivement, l'information nous est parvenue tard. On a rencontré la RNR il n'y a pas très longtemps, parce qu'on ne savait pas si à la limite ils étaient intéressés de faire l'entretien. Apparemment, ils sont très intéressés, mais pour nous, il était trop tard. Donc, pour signer en fait une convention tripartite tout de suite. Donc, on a préféré signer déjà cette première convention pour le classement en ENS, pour ne pas perdre de temps, parce que ça va prendre quand même un certain temps. Et puis, quand cette convention sera... alors, on va faire un document d'entretien, en fait, et donc, pour déléguer ces entretiens-là, on va effectivement le passer avec les RNR. Mais dans un deuxième temps, ça sera une autre convention. Okay.
Nous avons découvert dans le magazine municipal que ce projet est largement documenté alors qu'il passe en décision du conseil municipal aujourd'hui. Donc en vote est publié dans le magazine quelque chose à l'avance par rapport à une décision du conseil municipal. C'est marqué au futur. Ça ne fait rien, au futur ou pas. Le conseil municipal est censé décider et voter. Donc on ne rapporte pas des décisions qui ne sont pas prises dans un magazine public à la population alors qu'il n'y a pas eu de délibération. C'est pas une décision, c'est un projet. Ok. Et troisième point, est-ce que vous pouvez expliciter ce que recouvre l'autorisation donnée au maire, puisqu'il est écrit pour la bonne pour la bonne exécution de ce dossier? Est-ce que c'est la demande de classement en espace naturel et la signature de la convention avec le conseil départemental, ou est-ce qu'il y a autre chose Déjà, la demande qui doit partir au département doit être effectivement signée par l'homme. D'accord, donc en fait c'est sur cette demande et cette convention. Okay. Ok. S'il n'y a pas de questions, je peux proposer de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Stéphanie pour le SIAS. Donc le conseil syndical du SIAS Escaliu du 12 septembre 2024 a approuvé la délibération d'entrée de la commune de Portet-sur-Garonne dans le syndicat et la modification de ses statuts en conséquence. En application de l'article L. 5211-20 du CGCT des communes membres du syndicat, qui ont reçu une notification de cette décision en date du 23 septembre 2024, dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur cette modification. Il est donc proposé au conseil communal d'approuver l'adhésion de la commune de Portet-sur-Garonne au SIAS et la modification des statuts du syndicat. Donc en fait, cette décision, elle ne concerne que l'aide et l'accompagnement à domicile, elle ne concerne pas le portage du repas. Cela fait un peu plus d'1 an que le SIAS travaille sur cette intégration, accompagné d'un cabinet d'audit et accompagné de Haute-Garonne Ingénierie. Le point positif de cette intégration, c'est que Portet arrive avec un nombre d'heures très conséquent, ce dont a besoin le SIAS aujourd'hui afin d'atteindre un seuil de rentabilité. Donc l'intégration de Portet permettrait, au vu des projections qui sont faites du nombre de personnes accompagnées, enfin d'atteindre un seuil de rentabilité pour le SIAS, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. S'il y a des questions, on propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour Claudine. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que le conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal a délibéré pour modifier cette délégation dans sa séance du 27 septembre 2021. Depuis cette date, l'article a été modifié et de nouveaux cas de délégation ont été rendus possibles. Il s'agit des points 30, admission en non-valeur de titre de recette en dessous de 100 €. 31, autoriser les mandats spéciaux, équivalent des organisations pour les élus, pour les membres du conseil municipal. Par ailleurs, pour des raisons de praticité et de fluidité, il semble pertinent de proposer d'ajouter une délégation qui faisait partie des possibilités, mais n'avait pas encore été donnée, à savoir fixation des tarifs et droits n'ayant pas un caractère fiscal au profit de la commune. Il est proposé au Conseil d'accorder une délégation au maire reprenant les éléments de celle du 27 septembre 2021 avec les extensions ci-dessus. Il y avait une question. En effet, Christopher Perron. Pour le point numéro 31, nous demandons à ce que les conditions soient explicitement définies, c'est-à-dire que nous proposons de plafonner la délégation au maire à un montant cumulé à définir par an.
et que s'il est nécessaire et si vous en trouvez pertinent, que le débat soit fait en séance. C'est possible par définition de fixer des conditions à cette délégation, donc on propose qu'il y ait un montant maximum. On suppose que les sommes pressenties sont faibles, mais pour autant, autant l'écrire explicitement. Quelles sont les sommes pressenties peut-être? C'est quoi en fait, c'est frais ou c'est... C'est pour le point 31, ouais. Pour les marchés. Le montant des places. Non, ça c'est le 2. 31, on en est au 31, les mandats spéciaux. Dans la note de synthèse, en fait, on peut l'autorisation de construction des titres inférieurs à 100 € conformément à la réglementation. Oui, ça c'est le 30. C'est le point 31, c'est le deuxième. Il y a 3 points en fait dans cette délibération. Donc la question c'est qu'est-ce que c'est que ces mandats spéciaux, quelles sont les dépenses, types de dépenses qui sont prévues, et on propose un amendement pour limiter le plafond de total, hein, peut-être, enfin les modalités à discuter, mais peut-être le total. 5 000 € nous semblait une somme raisonnable qui permet... Oui, on peut accepter 5 000 €, de toute façon ça sera dérisoire. D'accord. Donc ce qu'on propose c'est d'amender le texte qui est voté en disant pour un montant total annuel de 5 000 €, si tout le monde en est d'accord. Pas de problème. Moi je propose de voter... Pardon, monsieur le maire, il y avait un deuxième point, excusez-nous, il y avait le point numéro 2, c'était... nous considérons qu'il est important en fait, de conserver un débat collectif sur l'affectation des tarifs et des droits, et on se posait la question que cette possibilité ne serait plus permise par le biais en vous donnant le mandat. Par le passé, ça permettait de pouvoir fixer, débattre, on va dire, des différents tarifs proposés, notamment sur les places de marché, un petit peu ça, si je me rappelle bien. Ce débat était intéressant parce qu'il permettait de peut-être remonter à la hausse ou faire des baisses en fonction de la situation du marché, et ça permettait de faire une discussion à 27. Ouais, c'est la discussion qui nous intéressait. On prend acte de votre position. Moi, j'avoue que c'est des points qui sont très lourds à chaque fois pour des petits montants. On parle de 1 € par exemple pour la location des salles de la musique. On parle de quelques centimes pour les places de marché. Je pense qu'il n'y a pas besoin de passer du temps. Vous avez le droit de ne pas vouloir, vous. Mais en tout cas, sur ce point-là, je ne prendrai pas votre position. C'est très symbolique en fait, c'est pas les montants, on est d'accord. Mais le fait de faire payer plus cher ou moins cher, les gens peuvent en discuter derrière. Donc il y a. On ne va pas forcément augmenter. Hein, on va pas forcément augmenter. non, mais c'est le principe de dire, quand on fait payer des gens, quel philo on applique. Si on fait une dérogation sur la terrasse pendant X mois, que moi je trouve plutôt une bonne idée, c'est important d'en discuter pour dire on est d'accord qu'on aide un nouveau commerçant à s'installer par exemple, des choses comme ça, c'est très symbolique. On est d'accord que les montants sont faibles, mais dans l'orientation du conseil municipal, nous on trouve que ces débats-là sont intéressants. Et pas polémiques en général d'ailleurs. Je m'exprime aussi et je pense que ça ne vaut pas le coup de faire un débat pour des montants aussi petits, donc on va rester sur cette position. Donc je propose de mettre au vote, si vous ne pouvez pas voter pour, vous pouvez voter contre, c'est pas un souci, mais je propose de mettre au vote. Donc qui est contre? Juste, on vote sur quoi? On vote sur le point 30 en l'état, le point 31 avec un plafond annuel, et le point 2 en l'état. Tout à fait. C'est ça qu'on est en train de voter. Absolument. Okay. Donc, je répète, qui est contre? Qui s'abstient? Pour les 4. Merci. Donc Nathalie, pour la promologie et la garantie d'emploi. Donc la clairière. Par courrier du 28 août 2024, la société Promologis sollicite de la commune la garantie à hauteur de 50% de 4 emprunts destinés à financer l'acquisition de 20 logements en VA, 14 PLUS et 6 PLAI dans l'opération La Clairière, située avenue de Toulouse à Pain-Just-Arrêt. Promologis a sollicité le Murtin Agglomération pour garantir les 50% restants. Donc les prix à garantir sont PLAI travaux 40 ans d'un montant de 390 223 €. PLAI foncier 80 ans d'un montant de 260 011 €. PLUS travaux 40 ans d'un montant de 992 359 €. PLUS foncier 80 ans d'un montant de 598 530 €.
PHB 2.0 d'un montant de 130 000 €. Donc il sera proposé au conseil municipal d'accorder la garantie de la commune sur 50% de ces emprunts. Il est précisé que le ratio de couverture passera de 16,44% à 17,53%, sachant que le plafond est fixé à 50% pour l'ensemble des garanties données. Sandrine Lafont, juste pour remercier d'avoir mis le ratio, parce que c'est une question que nous posons à chaque fois. Donc, merci d'avoir anticipé la question et de nous donner ce ratio-là sur cette décision. S'il n'y a pas d'autres remarques, je propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le repos dominical, Nathalie. Donc, en application de l'article L3132-26 du Code du travail, le maire, après avis du conseil municipal, fixe chaque année pour l'année suivante la liste des dérogations accordées à l'obligation de repos dominical dans les commerces de détail. Donc, lorsque ce nombre dépasse 5 dimanches, la décision du maire est soumise à l'avis conforme de l'EPCI dont la commune est membre. En Haute-Garonne, un accord a été conclu le 26 juin 2024 entre divers partenaires sociaux fixant à 7 dimanches les dérogations pour l'ensemble des commerces de détail, y compris les surfaces alimentaires de plus de 400 m², et à 2 pour le secteur du bricolage. Donc, monsieur le maire souhaite prendre un arrêté conforme à cet accord. Le conseil communautaire du Murtin-Aglo a donné, dans sa séance du 24 septembre 2024, un avis favorable sur la base de l'accord départemental. Il est proposé au conseil municipal de donner son avis sur ce projet. En application de l'article R3132-26 du Code du travail, la commune a sollicité par ailleurs l'avis des organisations syndicales et patronales sur ce sujet. C'est une délibération qu'on prend chaque année, en conformité avec ce qui a été pris déjà à l'aglo. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? C'était quoi l'avis des organisations syndicales et patronales, du coup? Si on a préparé, ils ne sont pas pour. On a eu des points. On n'a pas tout reçu. Après, le commerce est en difficulté, donc on n'a pas vraiment le choix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Claudine, sur la modification du PLU. Il s'agit du projet de délibération numéro 11. Donc, le Conseil a précédemment délibéré sur le lancement de cette modification simplifiée, dont l'objet est d'adapter l'orientation d'aménagement programmé sur le secteur de Malrivière Habitat, précédemment approuvé. Elle est nécessaire pour intégrer un projet de gendarmerie. Il s'agit de dresser le bilan des avis des personnes publiques associées et des observations du public, de présenter les modifications qui vous sont proposées à la suite de ces avis et observations, puis d'approuver la modification simplifiée finale. Donc, la commission urbanisme réunie le 1er octobre a débattu des suites à donner aux avis et observations formulées. Vous avez pu en prendre connaissance de la teneur de ces débats dans le compte rendu qui a été joint au dossier du Conseil. Donc, je vais maintenant faire lecture de la délibération, qui est assez longue, avant d'éventuelles questions. Donc, approbation de la première modification simplifiée du PLU, juste arrêt. Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L153-37 et L153-45, vu la délibération du Conseil municipal en date du 25 février 2020 ayant approuvé la révision du plan local d'urbanisme, vu la délibération en date du 9 novembre 2022 ayant approuvé la première modification du PLU, vu l'arrêté du maire 2024-04 AGP en date du 30 avril 2024 ayant prescrit la première modification simplifiée du PLU, vu la notification aux personnes publiques associées du projet de modification simplifiée du PLU en date du 22 mai 2024, vu les avis des PPA sur le projet de modification du PLU, absence d'avis dans les délais qui équivalent à un avis favorable pour la région Occitanie, la Chambre de commerce et d'industrie, le Conseil départemental. Avis favorable sans observation ou réserve pour la Chambre d'agriculture, par courrier en date du 7 juin 2024, et du SMEAD par courrier en date du 7 juin 2024. Le SMEAD, je rappelle, c'est le syndicat du SCOT. Avis favorable glissé aux collectivités par courrier en date du 5 juin 2024, avec la demande de sécurisation et de lisibilité des cheminements piétons-cycles prévus au sein de l'OAP pour rendre attractif l'accès à l'arrêt de bus de la ligne 317. Avis favorable à la Chambre des métiers de l'artisanat par courrier du 4 juin 2024 avec une observation. L'espace plus vaste destiné à l'accueil d'un équipement lié à la santé
et ou de commerce et ou d'activité de service aux normes d'opération permettra l'implantation d'activités artisanales de services nécessaires à la population locale. Avis favorable numéroté à l'eau par délibération date du 10 juillet 2024, sous réserve de reprendre le phasage de l'opération Marie-Rivière pour l'ajuster aux équilibres globaux de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers à l'échelle du territoire numéroté à l'eau. Avis favorable des services de l'État du 23 juillet 2024, sous réserve à prendre en compte. Modifier l'OAP afin de garantir un aménagement qualitatif et renforcer le volet environnemental. Intégrer les enjeux de sobriété foncière par les choix d'aménagement de formes urbaines et le phasage de l'OAP. Vu la décision 2024-013-265 du 7 mai 2024 de la mission régionale d'autorité environnementale ne soumettant pas la procédure à l'évaluation environnementale, vu la délibération du conseil municipal 2020-0508 en date du 18 juillet 2024 ayant fixé les modalités de mise à disposition du public du projet de première modification simplifiée du PLU, vu les observations du public concernant la modification simplifiée du PLU émise pendant la durée de mise à disposition du dossier, considérant que les observations émises par le groupe Pelchutare Durable, qui ne remettent pas en cause le projet de modification, ont été reçues hors délai, mais que des réponses ont été apportées en commission urbanisme. Monsieur le maire rappelle les raisons qui ont conduit la commune à engager la première modification simplifiée du PLU. Permettre l'implantation d'une gendarmerie et ses logements de fonction dans les conditions nécessaires au bon fonctionnement de ce type d'établissement et adapter le règlement écrit, notamment le règlement écrit du PLU, bien sûr, notamment en termes de clôture. Modifier dans le respect des possibilités offertes dans le cadre d'une modification simplifiée les dispositions réglementaires et les orientations d'aménagement et de programmation applicables pour les zones AU. Corriger très ponctuellement les dispositions réglementaires applicables sur la zone. Supprimer la dérogation à l'article R151-21 prévue à l'article 6 des dispositions générales du PLU. Donc, après avoir apporté aux remarques et observations des personnes publiques associées aux observations du public, les réponses telles que présentées et expliquées dans le tableau annexé à la présente délibération, qui détaille également les corrections qui ont été apportées au dossier du PLU en vue de prendre en compte les avis. Considérant que la prise en compte de réserves, remarques et observations des personnes publiques associées du public entraîne les modifications suivantes sur les pièces du dossier. Donc, sur l'OAP de Marie-Rivière, identification sur le schéma de l'OAP d'autres liaisons douces. Modification du phasage de l'OAP. Indication que le logement individuel attendu sera le logement individuel groupé. Respect par anticipation des règles de la RE 2025, je rappelle que c'est la réglementation énergétique. Rajout de l'indication coupe de principe pour les voies principales et secondaires. Précision de la répartition du financement des logements sociaux. Précision des principes d'intégration paysagère du site avec l'existant et notamment avec le ruisseau du Haut-Mont. Intégration des règles concernant les clôtures pour imposer des clôtures sur voie et un limite séparatif constitué d'un grillage et doublé d'une haie. Règlement écrit en zone AU. Création d'un sous-zonage spécifique au secteur de Marie-Rivière Habitat, ce qui permet donc la modification des règles concernant les clôtures pour imposer du grillage doublé d'une haie pour les clôtures sur voie et en limite séparative. Respect par anticipation des règles prévues par la RE 2025. Prescription de la perméabilité du stationnement. Et les zonages rajoutent un sous-secteur pour Marie-Rivière. Considérant que la modification simplifiée du PLU telle qu'elle est présentée au conseil municipal est prête à être approuvée conformément à l'article R153-45 du code d'urbanisme, le conseil municipal doit voter cette délibération. Christopher Perron, le contenu de cette délibération, nous ne l'avons pas reçu. C'est un contenu différent de celui qui est marqué ici. Est-il possible de nous le transmettre? Parce que nous avons à peine 4-5 paragraphes. Donc tout ce qui a été dit est intéressant, mais on ne peut pas se poser dessus, on ne peut pas voir ce qui a été dit, et avoir un regard pour voir le contenu de la délibération 11. Pouvez-vous nous le transmettre? De toute façon, ça sera publié quand ça sera voté.
C'est un Non. sujet qu'on a enlevé plusieurs fois. Hein, Faut on n'a pas des libérations qui sont proposées. Non, moi ça me dérange, j'ai besoin de pouvoir le lire. Je serai visuel, je ne l'ai pas. Est-ce que vous avez possibilité de le faire une impression pour qu'on puisse le constater ou imprimer, envoyer par mail, je ne sais pas. Je pense que c'est pas normal, on n'a jamais creusé le sujet. Si un jour on a l'énergie, on le creusera. Non, Christopher Perron, c'est un problème parce qu'on ne peut pas voir ce que vous avez dit qui est très intéressant, qui est très pertinent. Il y a quand même quelques points qu'on aimerait se poser pour voir l'ensemble. Nous n'avons pas pu le faire en préparation de conseil et le contenu n'est pas celui que nous avons voté. La délibération, à peu de choses près, normalement, doit contenir ce qui a été mis ici. Il peut y avoir 2-3 petits changements de format, au niveau de du format qui va être utilisé. Mais là, c'est le contenu qui est différent. Nous avons été cités dans cette délibération, alors que nous ne sommes pas cités dans la délibération 11. De toute façon, vous avez été cité, puisque vous avez des questions à poser aussi. C'est pas la problématique. Cité est quand même très différent. Tous les points ont été vus quand même en commission aussi. Non, nous sommes cités dans une délibération que nous ne voyons pas. Nous souhaitons pouvoir la consulter. Vous allez la voir après. Non, mais non. Une fois que c'est voté. La délibération, j'estime que si nous n'avons pas le contenu de la délibération pour laquelle nous votons, nous devons délibérer ensemble, ce point est à abroger. On ne peut pas le travailler. Fournissez-nous un papier, on prend le temps de travailler dessus, ça prend un petit décalage, mais chacun peut le lire. C'est pour le conseil qu'on doit faire ça. Juste, tous les éléments de la délibération, tous les éléments de fond de la délibération sont dans le tableau qui a été annexé, qui est d'ailleurs cité dans la délibération. Toutes les modifications qui sont apportées à la suite de la consultation des personnes publiques associées et de la population, ils ont été répertoriés dans un tableau qui a été joint, qui vous a été fourni. Donc sur le fond, c'est sûr, vous n'avez pas la lecture des... Ça ne change pas la problématique. Je souhaiterais pouvoir consulter la délibération 11, qui a été présentée là, pendant le conseil. Est-ce qu'il est possible de l'imprimer ? Ou la projeter, je crois. Comme ça, chacun peut la consulter et regarder. Oui, moi j'ai un exemplaire papier, je peux vous le donner tout de suite. Je vais vous lire pour ça faire une deuxième copie. Ça n'a rien à voir. On a reçu un mail de Damien à télécharger ce document. Il était sur WeTransfer. C'est pas le même? Non. C'est pas la délibération. C'est pas la délibération. Non, il y avait tous les Parce que documents. comme je n'ai pas accès, c'est pour ça. Non, il n'y avait pas la délibération. D'accord. Il y avait tous les documents relatifs à la modification, le règlement, l'OAP, etc. Mais pas le texte de la délibération. Il y avait le tableau des modifications, mais il n'y avait pas le texte de la délibération. Ah oui. Non. Après, vous avez des questions, donc si vous voulez poser vos questions. Considérant que les observations émises par le groupe Ajustaré Durable, qui ne remettent pas en cause le projet de modification, ont été reçues hors délai, mais que des réponses ont été apportées en commission urbanisme. Ça, c'est faux. Ça. Non, les points n'ont pas été pris en compte. Non. C'est pas reçu hors délai. La consultation Et est même le jusqu'au point. 20 septembre. Si vous souhaitez faire passer cette délibération, qu'on nous discutions, vous retirez ce paragraphe. Le paragraphe ? On peut retirer le paragraphe. Le paragraphe, on peut le retirer sans problème. Retirons, non ? Est-ce que ça tombe ? Voilà. Enfin, comment on peut dire qu'ils ne remettent pas en cause le projet de modification? Justement, on avait proposé des... Enfin, globalement, ça nous allait, mais on a proposé des modifications qui ont été prises en compte d'ailleurs au travers d'autres remarques. Et on dit qu'en gros, ça veut dire quoi qu'ils ne remettent pas en cause? Ça veut dire que ça n'avait pas d'impact vraiment sur la modification. On a quand même proposé des choses qui nous semblent intéressantes et sensées, qui ont été prises en compte. Donc c'était pas une remise en cause, mais en fait c'était des remarques qui étaient intéressantes pour le projet et qui ont été incluses d'ailleurs. Donc, faut pas le problème.
Là, quand on lit, en gros, c'est on était d'accord avec le projet et on a eu des réponses en commission urbanisme. Et on a envoyé la réponse hors délai alors qu'on l'a envoyée le 20 septembre. Là, vous avez une réponse du préfet. C'est pas moi qui vous ai fait la réponse. Ah ben, la réponse du préfet, elle demande d'aller au tribunal en disant ok, donc c'est pas comme ça qu'il fallait interpréter. Donc bon, on est un peu lassé du tribunal. La réponse, Christopher Perron, la réponse du préfet va un peu plus loin. La réponse du préfet dit clairement que si les remarques émises, même si elles sont considérées hors délai par l'organisme qui le reçoit, par rapport à l'importance de ce qu'elle peut apporter au niveau de l'enquête, ça peut remettre en compte la question du délai sur la priorité des informations qui ont été mises. Et typiquement, on était dans le délai puisque c'était écrit jusqu'au 20 septembre inclus et que nous l'avons envoyé le 20 septembre à 17h10. Donc, nous, on considère qu'on était dans les délais. Il n'y a pas eu d'autres remarques de la population que les nôtres, donc nos remarques ont une importance significative dans l'examen de la modification. Donc, nous, clairement, le choix de dire qu'on était hors délai, pour nous, est un choix politique et qui pouvait très bien être modifié vu la pertinence des remarques et le fait qu'elles n'étaient pas forcément couvertes par des remarques reçues par ailleurs. C'est pas du tout un choix politique, hein. Je pense que ça vous a été confirmé par les agents de la commune. Et pour nous, 16h, c'était 16h. Et absolument aucun d'entre nous n'a émis quelques réserves par rapport à moi, quand je reçois des remarques de cette teneur-là, alors que je n'ai aucune autre remarque des citoyens, et que les remarques sont visiblement pas stupides, puisqu'elles sont prises en compte pour une partie d'entre elles, on est d'accord, mais dans le truc, le fait de dire à 17h, parce que les bureaux sont fermés, c'est hors délai, alors que le site de la commune présente encore les documents à cette heure-là, et qu'il est encore possible d'envoyer un mail, parce que les documents sont encore en ligne, et qu'il est encore le 20 septembre, c'est un choix particulier que nous interprétons comme un choix politique. C'est un choix de Christopher Perron, c'est un choix de blocage. Et pour revenir sur la réponse qui a été faite par la sous-préfecture, elle s'est basée sur un possible parallèle qui pourrait se faire entre le code de l'environnement et le code de l'urbanisme, qui sont deux codes différents, et ce n'est pas elle qui en juge. Elle a indiqué que ça pourrait être une piste exploitée si nous décidions d'aller au tribunal. Ce que nous trouvons stupide de faire, et que nous ne ferons pas, étant donné que le débat d'aujourd'hui, la délibération, c'est de pouvoir statuer notamment sur certaines questions. Moi, je serais d'avis, si vous retirez le paragraphe considérant que les observations émises... On l'aurait écrit. J'ai déjà dit que je le retire. Moi, là-dessus, c'est bon, et je souhaiterais que nous entamons les discussions sur les questions. Allez-y. D'accord. Alors, les questions, déjà en préambule, je ne rentrerai pas dans les détails. C'était une note de synthèse avec des questions permettant la compréhension du maximum de personnes avec un document écrit. Donc, à l'oral, je ne présente que le texte initial. Après, j'irai plus vite sur certains points. Alors, nous interrogeons sur les moyens de publicité qui ont été utilisés pour cette consultation simplifiée, car aucune remarque n'a été reçue de la population, hormis les nôtres. Point confirmé par votre agent. Donc, en tant que tel, c'est dommage. Nous pouvons citer par exemple une absence de communication sur la page Facebook de la mairie qui aurait permis une plus large diffusion du message et de fait la possibilité accrue d'obtenir de possibles retours avec actuellement ces 2000 followers. Certes, pas que la commune, mais on aurait au moins pu avoir un retour statistiquement. Nous remarquons qu'une partie de nos demandes pour laquelle il existe un débat, pour laquelle nous avons déjà discuté, on ne va pas rentrer plus là-dedans, ont été pris en compte dans la nouvelle proposition du PLU car leur pertinence était avérée et bénéfique au projet. Nous allons citer par exemple un peu par la suite. Nous considérons donc, comme Sandrine l'a évoqué, que c'est une bonne chose et nous apprécions cela pour le bénéfice des personnes qui habiteront dans cette zone. Mais cela montre aussi que c'est dommage d'avoir autant de blocages alors que nous pourrions discuter et nous arranger par exemple sur le fait que 17h10, c'est peut-être pas 16h, mais face à la pertinence de ce que nous avons travaillé, il y a eu une fourniture de 2 pages de remarques. Toutes ne sont pas forcément recevables, mais certaines l'étaient. Donc, le point sur lequel je souhaite embrayer, c'est qu'il existe des contradictions entre le compte-rendu d'urbanisme. Parce que c'est un peu compliqué. Sur la publicité, je ne me prononcerai pas. Simplement signaler que c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de remarques qu'il n'y a pas eu de personnes qui sont venues. Il n'y a pas eu une foule de personnes qui sont venues. Il y a 2 personnes. Mais vous consultez le registre. Claudine, il y a eu 2 personnes, a priori.
qui ont consulté le registre d'après les mouvements. On parle juste du constat. Comment pouvons-nous Non, faire mais pour une peut-être, prochaine mais fois? bon, sur la publicité, je ne me prononcerai pas, c'est les moyens habituels qui sont faits. On peut le critiquer, mais voilà, c'est cela. Le deuxième point, c'est vous dites que vos remarques ont permis de faire modifier pour des modifications. Je rappelle que d'après la réglementation, ne peuvent faire l'objet de modification que les remarques qui ont été mises dans le cadre de la consultation. Et c'est parce que il y avait des remarques, notamment de la direction départementale du territoire, qui demandaient qu'on soit meilleur sur l'aspect environnemental, que nous avons complété certains points qui recouvraient ce que vous avez dit. Mais c'est parce qu'il y a eu cette remarque que nous l'avons modifiée. Sinon, nous n'aurions pas été dans la légalité. Donc, je mets en faux sur le fait que ce soit vos remarques qui ont amené à ces modifications. Christopher Perron, nous parcourons un petit peu plus le document par la suite. Il y a une remarque, un changement, qui ne fait état d'aucune demande initiale. Je l'exposerai un peu par la suite. Alors, comme je le disais, il y a des contradictions au niveau du compte-rendu d'urbanisme et des actions prises dans le suivi des réponses aux différentes personnes. Je te donne quelques exemples. Le premier point, c'est la coupe de principe. Nous avons discuté de ce point ensemble. Il semblerait que ça soit une erreur. Je précise le point. Sur la coupe de principe, tout à l'heure, Sandrine Lafont est venue nous dire que, en fait, il y avait deux points, deux endroits où il y avait la coupe de principe et qu'il est possible que dans un des cas, on ne l'ait pas modifié. Donc, je vous propose qu'on le fasse. C'était notre demande. Est-ce qu'il est possible de... Mais c'est pas parce que c'est à votre demande qu'on doit le dire non. Hein. Donc, on accepte cette demande de modification. On vous le fait remarquer. Ça devait être demande. Non, mais c'est tout. La demande a été faite dans le cadre de l'enquête, de façon légale, et elle est portée sur les schémas de principe. Il se trouve que, peut-être une erreur technique de notre part, c'est à un endroit, ça a été fait, et ça n'a pas été fait à un point. Sur la voie de sens unique, mais ça a été fait à des endroits, et peut-être, semble-t-il, pas à un autre. Donc on rectifiera cette erreur matérielle. Christopher Perron, bien évidemment, nous n'avons pas considéré que c'était une erreur délibérée, mais un oubli principalement, et c'est dans ce cas-là, ça nous va très très bien votre réponse par rapport à ce point-là. Il faut peut-être préciser le sujet, parce que les gens ont l'impression qu'au final, il y a des trottoirs qui sont matérialisés derrière des voitures garées en épi. Donc ça veut dire que la voiture qui sort du parking, elle vient franchir le passage piéton, au lieu que le passage piéton soit devant, à l'extérieur, c'est-à-dire après les voitures garées. Donc ça veut dire que le passage piéton, il est entre la route et le parking, au lieu d'être après le parking où les piétons sont sécurisés. Voilà. C'est des schémas de principe qui étaient expliqués comme ça. Il y a des gens qui ont demandé que ça soit changé. Nous, on a fait remarquer que c'était aussi dangereux. Donc, le schéma de principe permet de garder ce schéma global tout en permettant à l'aménageur d'aller mettre le trottoir après le parking. Voilà. Donc, je rappelle que ce sont des schémas de principe et qu'il n'est pas du tout certain que dans ce cas-là, il y ait en fait un trottoir avec une voiture sur le trottoir. Ça peut parfaitement être des entrées d'immeubles, avec des parkings dans les immeubles. Donc, ne pinaillons pas trop sur l'OAP, ce n'est qu'une OAP. Christopher Perron, c'est juste pour rebondir sur la demande qui a été faite initiale. Je pense que c'était un lotisseur dans le coin, Promologique, qui possède énormément de biens, qui vous a demandé de changer juste ça. Vous nous avez dit que vous changez juste la coupe de principe pour qu'il puisse y avoir plus de largesse et pas d'ambiguïté, et qu'il ne soit pas imposé de faire ça. Parce que légalement, sans le principe de coupe de la sans l'appellation coupe de principe, il est obligé de respecter à la lettre ce qui a été marqué dessus. Mais ce point est clos pour nous et merci d'avoir pris en compte. Dans une remarque qui a été faite par la Chambre des métiers et de l'artisanat, la réponse apportée par la mairie laisse penser qu'il sera possible à des artisans de s'installer dans cette zone. C'est là où en fait ça devient un peu gênant par rapport au compte-rendu d'urbanisme qui précise que non, ça ne sera une pharmacie. Donc la question est, pourquoi ne pas avoir explicitement changé cette information en supprimant les mentions inutiles? Alors je vous réponds là-dessus. La Chambre de métier ne faisait aucune demande particulière. Il y a un constat sur la possibilité d'accueillir des activités ou des commerces.
La commune souhaite que cette zone soit prioritairement destinée à des activités médicales et paramédicales ou en lien étroit avec celles-ci, qui pourront prendre la forme de services ou de commerce. C'est pour ça que dans la commission urbanisme, on a parlé que, par exemple, une pharmacie est un commerce. Christopher Perron, pour comprendre, ça veut dire qu'en commission urbanisme, c'est un raccourci rapide de dire que ça serait une pharmacie. C'est juste pour comprendre. Aujourd'hui, on ne débat pas de la commission d'urbanisme. J'aimerais bien qu'on puisse avoir des débats sincères dans la commission d'urbanisme, qu'on n'ait pas un épluchage du compte rendu, point par point, pour voir ce qui n'a peut-être pas été très bien résolu. Ce qui a été dit en commission d'urbanisme, simplement qu'une pharmacie, c'est un commerce. Voilà, donc ça permet de ne pas bloquer aussi les possibilités d'installation. Tout à fait, entièrement d'accord Claudine avec la philo, j'adhère totalement. La question c'est, est-ce qu'on ouvre à des commerces ou pas? Et si, effectivement, pharmacie c'est une commerce, mais on pourrait mettre commerce de santé, est-ce qu'on veut l'ouvrir? Est-ce que ça sera ouvert parce que c'est écrit comme ça? Est-ce qu'on a le droit de bloquer en disant commerce de santé, ou en fait cette mention-là elle n'est pas possible, donc on le pense mais on ne l'écrit pas de souci. Quelle est la philo et qu'est-ce qu'on peut écrire et pas écrire? Parce qu'en théorie, là, sur cette zone, il peut y avoir n'importe quel commerce. Est-ce qu'on le souhaite et est-ce qu'on l'écrit? Est-ce que si un jour, disons, Après, on est aujourd'hui sur le débat de l'OAP. Après l'OAP, il y a le schéma d'aménagement. Voilà. Donc, ça peut être débattu au moment du schéma d'aménagement. Pour l'instant, on en reste à celui de le point numéro 3 de nos observations, c'est au niveau des demandes de TCO. Pour résumer globalement, les demandes de TCO, c'est de rendre visible leur arrêt 317 en considérant précisément les cheminements piétons déjà prévus dans l'OAP, ce qu'ils ont pu constater, et notamment aussi de mettre en avant les chemins allant vers la gare, permettant de directement rejoindre Toulouse. La question est, nous avons remarqué que vous avez rajouté des pistes, un chemin piéton, suite à une de nos remarques. Si vous regardez la page, si vous l'avez en face de vous, la page 8 sur 14, sur laquelle en fait une petite flèche descend au détour de la gendarmerie. Si nous nous référons au premier plan initiaux et aux demandes de TCO, cette flèche n'a jamais été demandée. Donc, bien que pertinente. Il y a été demandé d'apporter la DDT mutualisée. Donc la continuité cyclable suggérée par la DDT vers la gare de Bain-Just-Arrêt, elle existe déjà par le chemin de Malrivière et le chemin de la gare. Dans un paragraphe qui débute par la phrase suivante, les éléments suivants sont à intégrer en projet et modification afin de répondre aux enjeux d'insertion urbaine, de sobriété foncière ainsi qu'aux enjeux environnementaux nécessaires à la lutte contre le changement climatique et la préservation des ressources naturelles. La DDT demande que les espaces publics soient fonctionnels et connectés par un maillage doux. En réponse à cette remarque, la commune a proposé d'améliorer la connexion de la zone nord-ouest de l'OAP à l'avenue de Toulouse. Voilà, nous avons répondu à cette demande d'améliorer les liaisons douces. Ok. Une question au niveau des remarques par rapport à la DTT, comme vous le dites, s'il demande un passage pour la faune, est-il possible de modifier, de préciser dans le PLU, lorsqu'il est indiqué un grillage avec une surface, des éléments herbacés devant, on va dire, de la clôture végétale, de préciser comment ce type d'architecture devra être faite pour permettre par exemple le passage du hérisson? C'est la question numéro 4. Qu'est-ce que vous demandez? La DTT demande des passages pour la faune. Vous vous rappelez dans cette continuité de ce que vous dites. Ceux-ci ne sont pas définis dans le règlement du PLU modifié et ne permettent pas à une personne qui ne connaît pas, on va dire, la contrainte d'avoir la bonne compréhension. Cela aurait pu être complété et précisé dans la zone AUA qui couvre Malrivière, car un simple grillage doublé d'une clôture végétale ne garantit en rien le passage d'animaux un peu plus gros, du type hérisson. La question est quelles seraient les recommandations un peu techniques, parce qu'on apporte dans un PLU, par exemple, une finition de type crépi, de telle couleur, de telle contrainte. Si là, telle est l'importance, quelles seraient les contraintes techniques? C'est une question globale par rapport à cette problématique-là. Je ne crois pas qu'on puisse techniquement répondre de façon générale, si c'est ça la demande. Nous avons souhaité maintenir une clôture
On nous demandait de privilégier les clôtures par haie, sans clôture sans grillage. Et compte tenu de la pratique dans la commune, du nombre de chiens, des petits-enfants, nous n'avons pas souhaité répondre complètement à cette demande et nous avons maintenu le grillage. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'il y a dans l'OAP. Ce qui est demandé sur un travail sur ce que tu demandes sur le passage de la petite faune, honnêtement, c'est pas forcément évident. Christopher Perron, c'est exactement ça la problématique. Après, peut-être que le timing de l'OAP ne le permettrait pas. Est-ce qu'on peut le considérer suffisamment pas trop tardif de le faire dans l'aménagement, de pouvoir faire une note de conseil pour les personnes aménageantes? Je ne pense pas. Je suis pas sûr que... Non, mais il souhaite qu'on fasse quelque chose de général. Ça est marqué dans le règlement de l'OAP, puisque c'est une zone précise. Claudine a dit tout à l'heure, c'était une zone AU spécifique, et dans le règlement, il y aura bien marqué sur la zone qu'on doit laisser passer la petite faune avec un grillage. La petite faune n'est pas dimensionnée. La petite faune, c'est des lapins, des lièvres, des hérissons. Elle passe quand même sous les grillages. C'est pas les sangliers. Oui, voilà. Je ne suis pas du tout certaine qu'on puisse faire des prescriptions ou même des conseils sur la manière de régler cette question. Il n'y a plus d'autres points, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Au final, on n'a pas eu la délibération, tu as le changement, mais tu as la pression dans laquelle c'est fait. Donc, je répète, qui est contre? C'est l'objet de débattre, de réfléchir à notre vote. On y a passé un petit peu de temps, quand même. Oui, c'est normal, c'est une modification. C'est le principe de la délibération. C'est le principe de la délibération et en séance. Donc, Moi, je suis contre, par rapport au fait que dans cette délibération, il y a vraiment eu... J'ai le droit de donner je dois aussi donner une raison. Non, pas obligé. Si, Pas en obligé. délibération, on délibère. Donc nous, on est en train d'expliquer pourquoi on se positionne comme ça. Je vais m'exprimer, non? Oui, bien sûr. Ok. Christopher Perron, je vote contre, parce que la présentation de la délibération complète en séance n'est pas une façon de faire. Et la deuxième point, c'est qu'au niveau de Malrivière, le fait que cette consultation ait été faite à si peu de personnes et qu'aucun citoyen n'est finalement marqué, ça me remet en doute le fait qu'il y ait une vraie consultation. Parce que pour l'avenir, dans cette OAP, on verra ce que ça donnera lorsque ça sera construit sur la première phase. Fais ce que tu veux. Je prends c'est pour oui, pour deux, ouais. Pour deux, ouais. Ce que tu veux. Oui, on va faire pareil. Donc 4 contre, avec le motif qu'on a envoyé des remarques dans les temps et qui étaient constructives, intéressantes et qui ont été prises en compte en partie dans le projet et que vous avez maintenu volontairement, alors qu'on a signalé le sujet, vous avez volontairement maintenu le fait que c'était reçu hors délai, par équité pour les autres citoyens, alors que personne n'a contribué et que donc notre contribution était intéressante à regarder, que d'ailleurs elle a été regardée, et que donc nous c'est vécu clairement comme un refus de prendre en compte une contribution majeure sur laquelle nous avons passé du temps et travaillé, et qui travaillait la proposition, et que le 20 septembre à 17h, nous sommes encore le 20 septembre. On a entendu vos remarques, même si je ne cautionne pas. Donc, qui s'abstient? Merci. Donc, délibération adoptée. Et nous portons la question générique du fait que les délibérations que nous votons ne sont pas écrites à l'avance et disponibles à l'avance. Et que ça fait plusieurs fois. C'est la même question quand on a demandé quel était le coût de la convention. C'est-à-dire qu'en fait, on dit oui à signer une convention. Il n'y a pas de coût associé. Je ne pense pas que ce soit normal de voter. C'est gratuit, j'ai pas de mettre. Non, mais on pourrait mettre pour un montant maximum de. C'est gratuit, c'est gratuit. C'est pas écrit. On peut faire la déduction inverse, c'est-à-dire que s'il y avait eu un montant, ça aurait été écrit. Voilà. Ça, lorsqu'on délibère. Non, Christopher, je suis pas d'accord. Quand on délibère quelque chose, l'information a besoin d'être la plus claire possible. S'il y a la moindre ambiguïté, c'est l'objet d'une question. S'il y avait eu un montant, forcément qu'il aurait été écrit. Donc s'il n'y a pas de montant, on fait la déduction inverse. Il y a marqué XX euros, c'est que ça n'était pas défini. Donc ça veut dire que ça serait rempli avant d'être signé. Et contre?
on va passer au point suivant, si vous voulez. Donc le point 12 sur la fermeture des postes. Donc je rappelle que quand on ouvre des postes sur plusieurs types de recrutement possibles et sur plusieurs grades. Il est nécessaire de mettre à jour le tableau de ces effectifs avec la fermeture de postes devenus vacants et non pourvus. Et conformément à l'avis favorable du comité technique intercommunal placé auprès du centre départemental de gestion qui a été consulté à cet effet dans sa séance du 24 juin 2024, le Conseil sera appelé à se prononcer sur des fermetures de postes. Donc on rappelle qu'ils sont tous vacants, donc il n'y a aucun effet sur les agents communaux actuellement en poste. Et donc juste pour mémoire, il y avait des postes très anciens, de mémoire il y avait du 2005, je sais plus, les yeux. Je ne vais pas les lire tous parce que il y a du 2014, du 2015, du 2008. Donc c'est des postes assez anciens, donc c'est nécessaire de nettoyer un petit peu, surtout si on devait être amené à recruter à nouveau, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, il y a une question. On demandait le tableau des effectifs de la commune, une fois ces postes supprimés, enfin ou effectivement ou pas, parce que je comprends que la fermeture, elle ne change pas le tableau des effectifs. Donc, effectivement, cette question ne n'amène rien à la clarté de la délibération, puisqu'on a bien spécifié qu'il n'y avait aucun effet sur les agents communaux, donc l'effectif reste stable. Et il est à combien? Pour l'instant, il y a 29 personnes. Je propose de voter sur ce point. Donc, qui est contre, qui s'abstient, merci. Sur le point 13, la délibération va être retirée. Effectivement, on a attendu un avis conforme du centre de gestion sur ce point-là. Et ils ont émis des demandes supplémentaires par rapport à ce qu'on avait fait. Donc, ça sera l'objet d'une prochaine délibération au prochain conseil. Le point 14 sur la prévoyance, donc l'adhésion au contrat de groupe au 1er janvier 2025. Donc les centres de gestion conclus pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et afin de couvrir pour leurs agents au titre de la protection sociale complémentaire les risques mentionnés à l'article L827.1 des conventions de participation avec les organismes mentionnés à l'article L827.5 dans les conditions prévues à l'article L827.4, précision étant donné que les risques concernés sont ceux relatifs aux risques dits de santé et de prévoyance. Le Centre de la gestion publique territoriale de la Garonne a réalisé une procédure de mise en concurrence de l'obtention d'une convention de participation de prévoyance. Cette convention de participation a été attribuée au groupement alternatif de courtage, donc le courrier territorial mutuel, compte tenu de la couverture proposée depuis le 1er janvier 2024 à adhésion facultative pour les collectivités et établissements publics. Il est proposé au conseil municipal d'adhérer à cette convention de participation à compter du 1er janvier 2025, étant précisé que sa durée est de 6 ans et prorogeable 1 an. La participation de l'employeur obligatoire dans le cadre de ce dispositif est fixée à 10 € par mois et par agent depuis plusieurs années. Est-ce qu'il y a des questions? De voter, qui est contre, qui s'abstient, merci. Le compte rendu des décisions, donc il y en a quelques-unes, donc une décision sur un contrat de gestion avec Berger-Leroux, un bail pour l'antenne de téléphonie du stade d'honneur avec le totem, un bail de location avec la société CAC Location, puisque le moteur de notre camion a cassé, et un contrat de location avec la modification, puisqu'en fait, dans un premier temps, on nous a annoncé un prix, et puis finalement, le prix a été plus bas que celui proposé au départ, donc on a été obligé de le modifier à la baisse. Un contrat de maintenance pour la climatisation de l'école maternelle avec EGR pour avoir un entretien annuel. L'acceptation des indemnités d'assurance suite à un incident sur un poteau incendie par un particulier qui est rentré dedans. Le renouvellement de l'adhésion à la Fondation du patrimoine du Loretin, le renouvellement de l'adhésion à l'association Confluence, le renouvellement de l'adhésion à Nature en Occitanie et en fait une formation de sécurité avec l'APAV. Sur le droit de préemption, donc on peut noter que malgré tout, il y a quelques ventes de maisons qui se font à nouveau sur la commune. Donc il y a des conseils où on a eu 2 lignes, là on a une page et demie, donc on
espère que l'immobilier puisse repartir. Voilà pour les points divers, oui. Sur le droit de préemption, là, est-ce qu'il y a eu des ventes sur lesquelles la commune a préempté? Donc l'ordre du jour du conseil est épuisé, il nous reste à passer aux questions diverses. Et Claudine, en fin de conseil, ou maintenant tu veux le faire? Oui, on voulait souhaiter vous passer une information, puisqu'il y a eu un point qui est important et qui arrive très tardivement. Il s'agit d'une information que nous souhaitons donner au Conseil sur la révision du plan de prévention des risques naturels. La révision du PPRL Garonne, c'est-à-dire du plan de prévention des risques naturels Garonne-Amont, qui concerne notre commune et 6 autres communes, La Croix-Faga, Pompier, Pinsaguel, Roque, Roquette et Toulouse. Cette révision est pilotée par la direction départementale du territoire sous l'autorité du préfet. Celle-ci a jugé nécessaire d'actualiser le PPRL qui date de 2003. Après une longue période d'études de 5 ans, les résultats de la phase de caractérisation et cartographie des aléas ont été présentés aux communes concernées à un comité technique le 28 juin dernier et un comité de pilotage, c'est-à-dire avec les élus, le 27 septembre. Les aléas sont les événements potentiellement dangereux identifiés. Donc, je précise de quoi il s'agit exactement. Donc, Peljutaré est concerné par les risques d'inondation et de régression des berges associés ponctuellement à un risque de glissement de terrain. Je vous rassure, le glissement de terrain, c'est proximité des berges de l'Ariège et en fait, on peut indiquer que c'est la régression des berges. L'essentiel est à Justaré. La commune, comme ses voisines, a pu simplement prendre acte des résultats de cette phase d'aléa, basée sur une méthodologie complexe et peu contestable. Elle est essentiellement basée sur des relevés topographiques très précis. La méthode LIDAR, c'est une méthode de survol aérien, comparée au niveau des plus hautes eaux. Crue centennale pour les affluents de l'Ariège, crue historique de 1875 pour l'Ariège. Donc c'est pour ça qu'il y a des modifications. Donc là, DDT vient de nous communiquer ce jour même les documents à mettre à disposition du public pendant 2 mois. Ce sera du 18 octobre au 18 décembre, afin de recueillir les observations éventuelles. Le document graphique que nous avons eu avant le COTEC était quasiment illisible. On a eu nous-mêmes énormément de mal à pouvoir le regarder. Les documents que nous venons de recevoir sont adaptés à une présentation publique et pourront être présentés à la prochaine commission urbanisme. Voilà. Les observations seront adressées à la DDT. C'est elle qui en fera le bilan. Alors, la carte des aléas fera l'objet d'une mise en application anticipée sur l'ensemble du PRI. C'est ce qu'on nous a indiqué. Mais la date exacte n'est pas connue. L'approbation du plan départ à la date n'est pas encore connue. La phase sur les aléas, ça c'est vraiment important, sera suivie d'une phase sur les enjeux. Les enjeux correspondent à l'ensemble des personnes, des biens, des activités économiques susceptibles d'être exposées aux aléas. Et c'est à l'issue de cette deuxième phase que seront croisés aléas et enjeux pour aboutir à un plan de zonage réglementaire déterminant le niveau de classement de chaque secteur concerné. Et à ce classement sera associé un règlement spécifique. Donc je pense que le sujet est quand même suffisamment important pour que nous souhaitions faire une information qui sera faite également à la commission urbanisme. Merci. On va passer aux questions diverses. Oui. Donc Christopher Perron, là, il y a 6 questions. L'objectif c'est d'être rapide et d'avoir qu'une question par question. Donc pour rappeler les propos tenus en conseil municipal, notamment une phrase que vous avez dit, monsieur le maire. Vous avez dit « Il aurait été judicieux que certaines rues appliquent les extinctions nocturnes en 2021 ». La rue en question susvisée est la rue Marcel Langer, une rue interne de lotissement, le Clos Épicure, qui est privée, mais dont l'éclairage est géré publiquement depuis plusieurs années. La question est la suivante. Depuis quelle année cette gestion est-elle publique et du ressort du SDEG, qui est l'organisme chargé de la gestion de l'éclairage de la commune ? Que nous tombez, je ne connais pas tout ce qui s'est passé avant notre mandat. On n'a pas les informations sur ce point. La question a été posée dans les temps. On n'a pas trouvé les informations sur ce point.
Dans ce cas-là, C'est pas une honte de dire qu'on n'a pas la réponse. il y a C'est- Christopher C'est Perron. passé bien avant qu'on soit élu Il y et a la pas- réponse n'était pas présente. Il n'y a pas de. Je permets de. Non, je permets de répondre juste un point. Je permets de compléter. Dans le doute d'une absence de réponse, je me suis permis d'appeler le SDEG. Parce que je suis aussi responsable dans l'ASL du Clos Épicure. Oui, ça aussi. Je propose de rester courtois. Il n'y a pas de problématique là-dessus. J'ai demandé au SDEG. Depuis quand Non, mais vous arrêtez de rigoler comme ça ne présente aucune. Ça n'est pas pertinent. Bref, j'ai posé la question au SDEG. Depuis quand gérez-vous cette rue J'ai posé la question au SDEG. Depuis quand gérez-vous cette rue Ils m'ont répondu 2013. Donc, quand un propos indique que ces rues n'appliquent pas d'extinction nocturne en 2021, je mets ça sur le coup d'un oubli de la commune. C'est En 2013, c'est le SDEC qui n'applique pas l'extinction en 2013, il y a eu nocturne. peut-être quelque chose, en effet. Non, en 2021. S'il y a eu une décision Non, la remarque faite en d'extinction 2021. nocturne, il En appartient au 2013, il n'y a pas eu SDEC de de la changement. faire. C'est ce qui a été indiqué par M. le maire. Il y a Il pas aurait eu- été judicieux que certaines rues appliquent les extinctions nocturnes en 2021. On a eu des cas ailleurs, Peut-être un oubli, mais notamment au lotissement du Perrier, ou rue Eugène Villiers, où effectivement les schémas directeurs du SDEC ne sont pas forcément super à jour, et on a mis un certain temps avant que les rues pratiquent l'extinction, parce qu'effectivement, c'est des choses dont on s'aperçoit au fur et à mesure. Oui, mais Christopher Perron, monsieur le maire, c'est de votre ressort. C'est pas du ressort de l'ASL de gérer cette problématique-là. Ok, c'était l'objet de la question. Question numéro 2, c'est sur des propos dits au niveau du conseil municipal. Il aurait été judicieux que certaines rues ne soient pas reprogrammées par une marche forcée si nous allons devoir sécuriser le compteur. Donc je cite, par sécurisation, cela se traduit par la mise en place d'un cadenas sur un coffret qui est pourtant la propriété exclusive de Enedis. Enedis, contacté pour en savoir plus, nous a répondu que cette installation sauvage de cadenas était illégale. Que répondez-vous? on a fait une demande d'intervention auprès du SDEC pour effectuer une réparation. Une réparation? Une mise à jour, une mise en conformité, C'est-à-dire? une mise en sécurisation. D'accord. Il va y avoir des travaux qui seront effectués. C'est parfait. Par contre, le cadenas qui a été posé, c'est une pose sauvage de cadenas illégal par la commune de Saint-Just-Arrêt. Alors, il s'agit d'une installation provisoire compte tenu du danger imminent de manipulation par une personne sans habitation électrique. C'est pour ça que ça a été mis. C'était pour protéger les personnes, en fait. Peut-être pas pour que les enfants n'aillent pas mettre les doigts à l'intérieur, etc. Donc, c'était pour protéger les personnes. Je me permets de C'est pour ça faire. que ça a été fait. Aucun coffret n'est sécurisé dans la ville. Cette problématique-là, le coffret était fermé. Si, complètement. Non, le coffret était fermé. Le coffret est fermé. Si vous regardez, vous avez une ouverture qui demande une clé spécifique et le coffret était 100% fermé. Donc si vous sécurisez ici, allez vous sécuriser toute la ville avec la mise en place de cadenas. Ça n'est pas pertinent. Pourquoi se focaliser sur la SL Clos Épicure? La commande est cassée. C'était cassé. C'était cassé. Non, le bloc n'était pas cassé. Si, c'était cassé. En tout cas, ça va être réparé. La conclusion. Je rebondis sur un point, ça ne revient pas sur le fait que même si l'ordonnance est faite au niveau du SDEC, la propriété est d'Enedis. Donc Enedis doit pouvoir accéder à n'importe comment. Ça va être modifié, voilà, on a répondu à la question. Donc ça restera toujours illégal. Ça restera toujours illégal du point de vue Enedis. Il y a une question. Question 3, ouais. Non, la question, elle est qu'il y avait une accusation sous-jacente, comme quoi... Sandrine, j'ai répondu à la question. Non, Voilà. la question de Michel, qui demande pourquoi on pose la question. C'est la question suivante, justement, Michel. Michel. Pas forcément Michel. Non, la question est plutôt pour Monsieur le maire. La question est pour Monsieur le maire, parce que Monsieur le maire disait, lors d'une intervention d'un agent, nous posons la remarque. Lors d'une intervention d'un agent, notamment sur une plage horaire inhabituelle, donc supposée comprise entre 23h50 et 6h du matin, comment sont tracées les observations et rapports de cet agent? Parce que là, pour rappeler les propos dits en séance du dernier conseil municipal, alors, pour voir un peu plus large, Monsieur le maire disait, on nous avait dit que c'était une impasse privée, mais il s'avère que c'est la commune qui paie l'éclairage pour cette rue. Il n'est pas normal que la rue soit allumée toute la nuit, alors que les zones autour sont éteintes. Ce point-là déjà a été clarifié par vos dernières questions. La rue a un éclairage public, et la gestion de l'électricité est de votre gouverne. Donc s'il y a eu l'oubli,
c'est communal. Il n'y a aucun problème là-dessus. Au niveau du clos Épicure, ça ne déborde pas sur l'ASL. J'ai entouré le point. Aujourd'hui, alors que la commune a reprogrammé avec un code pour éviter qu'on reprogramme les heures d'électricité, il y a quelqu'un qui s'amuse à contourner cette programmation en remettant en marche forcée l'éclairage qui reste allumé dans cette impasse. Je trouve donc que ce n'est pas normal. Nous allons devoir sécuriser ce compteur. Voilà, c'est précisé. Donc notre question est la suivante. Lors d'une intervention d'un agent, un document, probablement sous quelle forme que ce soit, ça peut être un registre, un mail, un SMS ou un autre moyen, existe-t-il pour attester des interventions dont vous faites mention, monsieur le maire? Si tel est le cas, merci de nous le transmettre, tout élément, et à la date à laquelle cette constatation a été faite. À défaut, nous considérons que l'ensemble de ces propos n'a aucune justification et qu'il s'agit d'une pure fiction. Il En a fait, été dit, je peux les citer. interventions sont faites par les agents. On ne va pas demander à chaque fois un rapport d'intervention. Enfin, c'est eux qui font les interventions, qui constatent, et ils nous font des remontées après. Qui dit remontée dit document. Donc la remontée orale dans la fonction publique, je ne suis pas sûr que ça soit nécessaire. Si vous n'avez pas de quoi produire une remontée écrite, nous considérons que c'est une pure fiction. C'est une fiction. Bon, très bien. Une autre... On passe à la deuxième. Pardon, mais Sandrine Lafont, moi, je suis un... Enfin, ça me surprend que ça vous fasse rire, en fait. Ça ne fait pas rire du tout. On essaie de répondre de manière Non, mais ce sont des accusations. Vous accusez, vous ne pouvez donner aucun élément. En conseil municipal. Ça a été constaté. Sur le coup, ça va très vite. Si ça a été donc constaté, c'est prouvez-le. compliqué. Attends, sur le coup, c'est très compliqué de suivre, et c'est pour ça qu'on y revient le coup d'après. Je rappelle que pour les questions orales, ça ne doit pas faire l'objet d'un débat. On y répond, on a demi-heure pour répondre à ces questions. On va C'est pas un débat, on a répondu. La On a question répondu à est- vos questions, on a répondu à vos questions, donc on passe au point suivant s'il vous Le plaît. principal, c'est que ça soit réparé et que ça fonctionne et que les gens soient protégés en cas de risque électrique. La question suivante sur la DEC. Il y avait une remarque sur la dingue, c'est il y a eu une détection de différents cas de dingue, et la question que nous avions par rapport à cela, c'était qu'en 2021, nous avons initialisé dans le cadre de la commission développement durable différentes actions par rapport aux moustiques, différentes réflexions. Il y a eu notamment des séminaires, des réunions par visioconférence. La question est donc, quelle démarche globale va être désormais mise en place sur la commune au sujet des moustiques, à la lumière de la nécessité sanitaire que cela représente? Eh bien, ça tombe bien, parce que lors de la dernière commission environnement, on a décidé que ce serait un point à débat, enfin, à instruire pour l'année 2025. Ok. Dans le retour qui a été fait sur la commission environnement, justement, c'était pas certain. Donc ça m'enjoie que tu le dises que c'est bon. Je l'ai pas compris. Donc dans ce cas-là, Michel, merci. Même Eric est là qui dit si. Dans ce cas-là, je prends le point, il n'y a pas de souci. Donc je me réjouis d'avance. Merci. Non, je me réjouis d'avance si ça part dans cette direction-là. La question suivante sur les commissions. Oui. Nous avons constaté que trop de commissions sont faites juste avant le conseil municipal, entendons-nous, avant la date à laquelle les informations nous sont transmises, ne laissant pas le temps de réflexion et la possibilité de correction. Pourquoi une telle programmation, et est-il possible de revoir éventuellement pour l'avenir, d'anticiper davantage les commissions? Claudine Gambé. Donc il est assez logique que les commissions aient lieu avant les conseils municipaux afin de présenter des dossiers à l'ordre du jour. L'anticipation, elle est possible parfois, elle n'est pas toujours. Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous avons eu des documents aujourd'hui pour une mise en ligne le 19. Comment voulez-vous que je fasse une commission urbanisme, ce document que je n'ai pas? Donc faisons mieux. Dernière question. Certaines modernisations de lampadaires dans le cadre des programmes, pour citer le SDEG, l'aide Haute-Garonne 2026++, ont pour conséquence d'un blanchiment important de la lumière nocturne dans plusieurs zones impactées, notamment en résidentiel et en routier. Dans le précédent conseil municipal, vous avez indiqué un passage à des lampes LED, si je ne me trompe pas, que M. Garouste, 24 watts, en résidentiel et 36 watts en routier. Certains lampadaires routiers sont dans des zones d'habitation et présentent une puissance d'éclairage de l'ordre du coup de plus 150, plus 180% par rapport à la situation, aux besoins requis par la topologie, type habitation. Certains candélabres semblent par ailleurs éclairer bien plus fort qu'auparavant, avec un faisceau lumineux plus diffus. C'est notamment le cas que j'ai constaté au niveau de l'entrée de Pédonneau, où de nuit, l'éclairage paraît surdimensionné dans une zone résidentielle. La question, sur le cas d'installation à Pédonneau,
parce que, pour avoir le point précis, quelles sont les caractéristiques des LED? Donc, à ce titre-là, la puissance, confirmez qu'elle vous avez dit 20-24 watts, ou ça peut être 36 watts. L'efficacité, je ne sais pas si vous avez pu demander cette information, c'est des courbes très techniques. Je ne sais pas si vous êtes renseigné auprès du SDEC, vous me direz. Pas du tout. Alors en fait, ce que je propose très simplement, c'est que ce point soit abordé lors de la prochaine commission de travaux et on essaiera d'y répondre. Je vais compléter, ouais. Je pensais bien. Et Voilà, je vais compléter par c'est pas possible d'y répondre à l'instant. aujourd'hui, apparemment, dans le parc de la mairie, il y a des changements d'ampoules qui étaient faits. Oui. Et les agents ont répondu que c'était pas des lumières à 2700 degrés Kelvin, que c'était plus blanc que ça. Donc, faut peut-être vraiment faire une passe sur le fait qu'on avait dit que la préconisation du SDEG et qu'on suivrait, c'était 2700 degrés Kelvin partout pour éviter les lumières blanches. Et visiblement, on ne le dit pas au SDEG. En tous les cas, là, sur ce cas-là, peut-être, on n'en sait rien. Mais enfin, je pense qu'il y a une attention à remettre sur ça. Aussi, une convention avec le SDEC, c'est le SDEC qui fait les travaux. En aucun cas, ils vont mettre autre chose que ce qu'ils ont dit. Donc, moi, j'ai aucune raison de douter. Enfin, on a parlé tout à l'heure du bilan du SDEC, qui est un bilan plutôt positif. Je ne vois pas pourquoi on ferait une commande et ils nous mettraient autre chose. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le programme a avancé, qu'on a changé ce qui était prévu, les 686 points lumineux, et que ça avait bien besoin de changement. Effectivement, on peut dire qu'il y a une meilleure efficacité en termes d'éclairage, puisque ça a été changé aussi dans mon impasse. Et par rapport à ce qu'on avait avant, c'est beaucoup mieux, on y voit beaucoup mieux, et on a le même équipement qu'après de nous, avec des lanternes hautes, et je trouve que c'est satisfaisant en termes d'éclairage et de sécurité pour tout le monde. On va clôturer le conseil. Le prochain conseil sera aux alentours du 15 novembre. Je n'ai pas de date précise encore à vous communiquer. Merci à tous, bonne soirée.